Dans la salle d'enchères surchauffée, le rire sarcastique montait en crescendo, un flot impitoyable qui balayait chaque coin. Personne dans cette assemblée, pas même les commissaires-priseurs les plus chevronnés, dont les visages étaient burinés par des décennies de transactions âpres, ne put retenir un ricanement condescendant. Le jeune homme, mince et d'apparence inexpérimentée, se tenait là, tremblant légèrement. Son âge, ou plutôt son manque d'âge aux yeux de ces spécialistes autoproclamés, semblait être la cause première de l'hilarité ambiante. Que pouvait-il bien comprendre des forces invisibles qui régissaient la terre, des courants profonds qui nourrissaient une ferme? Les regards ricaneurs se croisaient, se nourrissant d'une assurance collective basée sur l'expérience et le statut. Pour eux, il n'était qu'un enfant égaré, un idéaliste sans le moindre sens des réalités financières qui pesaient sur chaque parcelle de terrain agricole. Ils voyaient une surface agitée, des opportunités évidentes et des problèmes visibles, mais ils ignoraient la complexité des profondeurs. Cette ignorance, si manifeste dans leurs expressions moqueuses, était le reflet d'une incapacité à percevoir la véritable valeur, cette connaissance souterraine qui est la seule capable de déplacer des montagnes. Pourtant, dans ses mains apparemment fragiles, au milieu de cette déferlante de mépris, il tenait non pas une simple plaquette d'enchères, mais un secret. Ce n'était pas un secret de procédure, ni un atout financier conventionnel. C'était une compréhension profonde, patiemment acquise, qui allait inévitablement désintégrer toutes leurs certitudes et leurs jugements hâtifs. Son calme, perçu comme de la naïveté, n'était en réalité que l'expression d'une force sereine, celle d'une expertise silencieuse, invisible à l'œil non averti, mais d'une puissance irréfutable. L'objet de cette risée était une ferme ancestrale, la ferme des chênes, mise aux enchères en raison de dettes accumulées et de la prétendue obsolescence de ses méthodes. Une propriété que la spéculation immobilière convoitait ardemment, prête à la dévorer pour en faire un lotissement stérile. Les financiers y voyaient des chiffres, les promoteurs des surfaces à bâtir, mais le jeune homme, lui, percevait bien au-delà. Il y voyait les rythmes d'un sol vivant, les veines d'eau souterraines et l'écho d'une histoire qui méritait d'être honorée. Les pontes de l'agriculture, drapés dans leur arrogance académique, avaient déjà prononcé leur verdict. La terre était épuisée, les rendements en berne, l'investissement était une folie pour quiconque n'avait pas l'intention de la transformer radicalement. Il citait des études, des statistiques, des modèles économiques qui tous pointaient vers une conclusion inéluctable. Cette ferme était une cause perdue. Leur discours, teinté d'une condescendance à peine voilée, résonnait dans la salle, renforçant le sentiment général que le jeune homme était bien au-delà de ses moyens. Mais si le sol semblait stérile en surface, il existait, pour ceux qui savaient lire les signes subtils, une vitalité secrète, un réseau de forces invisibles, tout comme un courant sous-marin puissant qui guide le destin des océans sans que la surface ne le révèle. C'était la véritable monnaie d'échange que le jeune homme avait méticuleusement découverte, une valeur qui échappait à tous les registres comptables et à toutes les estimations superficielles. C'était le secret de la terre elle-même, un murmure que seul un esprit attentif pouvait décoder. Au moment où le marteau allait s'abattre, scellant le destin de la ferme des chênes, une tension palpable électrisa l'air, brisant le consensus moqueur. La foule se tut, non par respect, mais par la surprise de son audace silencieuse. Que feriez-vous si vous saviez, au plus profond de vous, que la vérité est à l'opposé de ce que tous croient, que la force ne réside pas dans le bruit, mais dans le savoir caché, prêt à surgir? Si vous avez déjà été sous-estimé, si vous avez déjà senti votre connaissance tacite être ignorée, alors un conte pour Noun est votre refuge. C'est ici que sont racontées ces histoires, celles où la persévérance silencieuse est enfin validée. Abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir comment le courant invisible de la connaissance peut tout bouleverser. L'histoire de ce jeune homme ne débuta pas dans les salles de classe, ni parmi les experts autoproclamés.
Ses racines plongeaient bien plus profondément dans le sol qu'il s'apprêtait à revendiquer. Bien avant cette salle d'enchères, il avait cultivé un savoir oublié, celui de l'observation silencieuse, d'une immersion totale dans le grand livre ouvert de la nature, qui parle à ceux qui savent écouter ses murmures essentiels et secrets. Son véritable mentor fut un vieil agriculteur, aux mains calleuses et au regard perçant, qui lui enseigna que la Terre est une entité vivante, avec ses humeurs, ses secrets et ses propres rythmes. Cet homme, marginalisé par les méthodes modernes, avait transmis une sagesse ancestrale. Le jeune homme absorbait chaque leçon comme une éponge, le ferait de l'eau précieuse, construisant ainsi ses fondations. Les heures passées à sillonner les champs avec le vieil homme, à sentir la texture de la terre entre ses doigts, à déchiffrer le langage des plantes et des insectes, furent sa véritable université. Ce n'était pas une quête de validation externe, mais une soif insatiable de comprendre les mécanismes invisibles qui régissaient la vie d'une ferme. Il apprenait à lire le paysage, anticipant les besoins du sol avant qu'ils ne soient apparents. Cette immersion solitaire forgea en lui l'œil du semoir, une capacité singulière à voir au-delà de la surface, à percevoir les murmures profonds de la terre. Là où d'autres ne voyaient qu'un sol épuisé et une promesse de faillite, il discernait les strates invisibles de potentiel, les micro-organismes attendant d'être réveillés, les réserves hydriques sous-évaluées, les parcelles dont le véritable rendement était camouflé par l'histoire. La patience du laboureur devint son deuxième pilier inébranlable. Il avait appris que les choses essentielles ne se hâtent point, observer les cycles longs, comprendre l'interconnexion entre les saisons, le climat et les marchés. C'était accepter que la vraie richesse se construit dans la durée, non dans l'éphémère. Cette vertu, presque oubliée, l'armait contre l'urgence des gains rapides qui corrompaient les jugements. Ses nuits étaient souvent consacrées à des études qui contrastaient avec ses journées passées en plein air. Il dévorait des ouvrages d'agronomie ancienne, des traités de gestion des eaux, des analyses géologiques régionales, mais aussi des registres de marché et documents légaux souvent négligés. C'était l'arithmétique du sol, en action. Transformer chaque donnée en une facette de la valeur intrinsèque, à chaque passif apparent, en un actif potentiel dissimulé à tous, un savoir précieux. Il mesurait, cartographiait et cataloguait sans relâche. Chaque creux du terrain, chaque orientation des vents, chaque composition minérale du sol était méticuleusement enregistrée dans ses carnets. Son approche relevait davantage de l'archéologie que de l'agriculture conventionnelle. Chaque parcelle de la ferme des chênes devenait un fragment d'une carte au trésor qu'il était le seul à pouvoir déchiffrer. Cette préparation minutieuse était son plus grand atout. Le respect des racines n'était pas pour lui une simple métaphore, mais un principe fondamental. Il s'était plongé dans l'histoire de la ferme des chênes, étudiant les pratiques des générations précédentes, les raisons de leur succès et de leurs échecs. Il cherchait à comprendre l'âme de cette terre, non pour s'y conformer aveuglément, mais pour la guider vers un renouveau inspiré par sa propre essence profonde, au-delà des modes passagères. Son savoir était une tapisserie complexe, tissée de connaissances empiriques et de recherches académiques, de sagesse ancienne et d'une analyse rigoureuse des données modernes. Il contrastait fortement avec la superficialité des experts, qui ne voyaient que des bilans comptables et des rendements immédiats. Son expertise était intégrée, holistique, lui permettant de voir les interconnexions là où les autres ne percevaient que des fragments isolés d'informations, des morceaux décousus du grand ensemble. Cette approche, perçue par le monde extérieur comme une excentricité juvénile, était en réalité le fruit d'une stratégie du compagnon inestimable. Il avait appris à s'entourer non pas d'associés financiers, mais de ressources, les archives, les cartes géologiques, les témoignages d'anciens. Chaque information, même la plus anodine, était un compagnon discret sur son chemin, révélant une pièce manquante du grand puzzle de la ferme et de son avenir.
Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Sa motivation était enracinée dans une conviction profonde que la terre avait une voix, souvent ignorée, et que sa vitalité était une ressource sous-estimée. Il savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la clameur des salles de marché, mais dans la persévérance silencieuse, la capacité à attendre le moment propice quand les fondations mêmes de la terre révéleraient leur valeur inébranlable et secrète. À travers ces années de dévouement invisible, il avait bâti en lui un système de racines si profondes, si entrelacées avec la réalité du terrain, qu'aucune tempête de scepticisme, aucune vague de moquerie ne pouvait les ébranler. Sa force ne se mesurait pas à l'éclat superficiel de ses arguments, mais à la solidité invisible de sa compréhension, de son travail acharné, de sa connexion intime avec la terre qu'il désirait cultiver. Il comprenait que, comme un arbre centenaire, la véritable croissance commence sous la surface, dans l'obscurité fertile. Ses heures d'études, ses observations méticuleuses, ses calculs rigoureux étaient les fibres invisibles de ce réseau racinaire. Elles assuraient que, quoi qu'il advienne, il serait ancré dans une réalité que les autres refusaient ou ne pouvaient pas percevoir. Son calme apparent était une manifestation de cette profondeur et certitude. Les experts de la salle d'enchères, avec leurs analyses superficielles et leurs prédictions hâtives, ne voyaient que le tronc chétif et le feuillage clairsemé de la ferme, ignorant la richesse souterraine qui lui conférait sa résilience. Ils jugeaient le livre à sa couverture défraîchie, sans jamais en ouvrir les pages pour en déchiffrer la véritable et riche histoire, gravée dans chaque parcelle de terrain qu'ils convoitaient avec avidité. Mais le jeune homme savait que le moment de la récolte de son savoir était imminent. Chaque regard ricaneur, chaque murmure de dérision dans la salle n'était qu'un bruit de fond, un vent superficiel qui n'atteignait pas la profondeur de ses convictions. Comment allait-il, armé de ses racines profondes et de sa patience inébranlable, révéler la vérité et retourner la situation à son avantage, déconcertant ainsi ceux qui se croyaient les seuls détenteurs du savoir et du pouvoir? La ferme elle-même, la ferme des chênes, était l'épicentre de ce drame silencieux, l'objet de toutes les spéculations. Bien au-delà d'une simple parcelle de terre, elle représentait un héritage en péril, un symbole de méthodes ancestrales jugées obsolètes. Pour les experts, elle était devenue un gouffre financier, un défi insoluble, un labyrinthe inextricable où chaque chemin menait à une impasse sans aucune sortie visible. Ces champs, autrefois florissants, semblaient aujourd'hui épuisés, leur rendement ayant chuté de manière alarmante au fil des ans. Les bâtiments, quoique solides, affichaient les stigmates d'un entretien minimaliste, signe tangible d'une lente dégradation. C'était une propriété lourde de dettes, un fardeau que personne ne voulait endosser, un puzzle dont les pièces maîtresses manquaient, ou du moins paraissaient introuvables. Les agronomes consultés avaient unanimement déclaré le sol stérile, appauvri par des décennies de monoculture intensive et de pratiques dépassées. Leur rapport détaillé peignait le tableau d'une terre lessivée de ses nutriments essentiels, nécessitant des investissements colossaux pour une hypothétique réhabilitation. Pour eux, l'équation était simple. Plus de potentiel, donc plus de valeur. Quant aux ressources hydriques, jugées insuffisantes, elles compliquaient davantage la situation. Les puits existants ne suffisaient plus et la nappe phréatique locale, selon les études géologiques récentes, était en baisse constante. L'idée d'un coûteux système d'irrigation semblait déraisonnable. Un investissement perdu d'avance dans ce qui était perçu comme un terrain aride, sans espoir. Les banquiers, quant à eux, avaient tourné le dos depuis longtemps. La ferme des chênes représentait un risque inacceptable, une dette trop lourde pour être restructurée. Les analyses financières ne laissaient aucune place au doute, aucune perspective de rentabilité à court ou moyen terme. Un passif encombrant que seule la liquidation rapide pouvait alléger. Les promoteurs immobiliers, les seuls à montrer un intérêt soutenu,
ne voyait en la ferme qu'un immense terrain à bâtir dont l'unique valeur résidait dans sa capacité à être transformé en lotissement résidentiel. Ils ignoraient délibérément son histoire agricole, son âme, ne cherchant qu'à raser le passé pour y ériger un futur standardisé sans aucune connexion avec la terre. Ainsi, un consensus général s'était établi. La ferme des Chênes était un cas désespéré, une relique du passé sans avenir. Chaque expert, fort de son domaine, avait apporté sa pierre à l'édifice de la fatalité. C'était un fardeau, une épave échouée sur les rives de la modernité, dont le sauvetage semblait être une chimère, un fantasme irréalisable pour tout esprit rationnel. Mais était-il concevable qu'aucun chemin n'existât, qu'aucune clé ne pût ouvrir les portes de ce labyrinthe économique et agronomique? Fallait-il accepter sans contester que le destin de la ferme fût scellé, que la terre ne puisse plus jamais murmurer de nouvelles promesses? Qui aurait l'audace de chercher une issue là où tous avaient renoncé? Une carte oubliée. Pour la majorité, le livre de la ferme des Chênes était clos, son épilogue déjà écrit. Son potentiel était non seulement sous-estimé, mais activement ignoré. C'était dans ce vide d'espoir, cette absence de vision, que la détermination du jeune homme allait devoir s'enraciner, comme une graine obstinée germant dans la roche, prête à défier toutes les prévisions pessimistes. Pourtant, au milieu de cette déroute annoncée, le jeune homme percevait une mélodie différente, des fréquences inaudibles pour les autres. Il voyait des fissures dans les certitudes des experts, des indices négligés, des chapitres entiers restés vierges. Que feriez-vous si, vous aussi, vous déteniez le fil d'Ariane, la perspective qui pourrait vous guider à travers ce labyrinthe? Jusqu'à présent, la salle d'enchères avait été le théâtre d'un ballet de certitude, où chaque expert, drapé dans la brume épaisse de la sagesse conventionnelle, pensait détenir la vérité immuable sur la ferme des Chênes. Il voyait un bilan, des chiffres, des rendements historiquement bas, et en concluait l'inéluctable déchéance. Mais le jeune homme, lui, naviguait à travers cette opacité avec la clarté d'un phare, sa perception singulière perçant les voiles de l'évidence superficielle pour embrasser une réalité bien plus profonde. Invisible aux yeux de tous ceux qui se fiaient aux apparences. Il savait que le savoir ne résidait pas dans ce qui était crié, mais dans ce qui était silencieusement perçu. Sa connaissance n'était pas un simple assemblage de faits glanés dans des rapports arides ou des études de marché. C'était une symbiose, une immersion totale, forgée par des années d'observation patiente et de dévouement invisible. Là où d'autres analysaient des graphiques, il ressentait la terre. Là où il citait des statistiques, il écoutait les murmures du sol. Cette compréhension viscérale, cette connexion profonde avec l'essence même du lieu, le rendait imperméable aux dogmes assénés avec tant d'assurance par les pontes de l'agronomie dont la vision restait prisonnière de la brume financière. Il avait remarqué les subtilités, les anomalies discrètes que personne d'autre ne prenait la peine de considérer. Le léger affaissement du terrain près de l'ancien verger, indice d'une source souterraine insoupçonnée. La résilience inattendue de certaines plantes fourragères dans des zones prétendument épuisées, révélant une richesse minérale non identifiée. L'orientation précise de l'ancienne grange, indiquant des courants de vent qui, bien canalisés, pourraient optimiser la ventilation naturelle. Chaque détail, anodin pour les autres, était pour lui une pièce maîtresse du grand puzzle. Son travail, tel que défini par le monde extérieur, n'avait pas été de courir les salons ou de nouer des contacts influents. Il s'était opéré loin des regards, dans le silence des champs. Les nuits passées sur des cartes géologiques désuètes, les matins à tester l'humidité du sol, avec ses mains nues. Cette préparation, minutieuse et exhaustive, était sa véritable armure contre l'incrédulité générale, son assurance silencieuse face à la clameur des voix qui prétendaient tout savoir et tout comprendre de la ferme. La sagesse conventionnelle, telle une nébuleuse opaque, avait aveuglé les experts, les empêchant de voir au-delà des indicateurs immédiats et des pronostics pessimistes.
Ils étaient engoncés dans leur modèle, leurs calculs préétablis, incapables d'imaginer qu'une valeur puisse exister en dehors de leur catégorie préconçue. Pour eux, la ferme était une entité morte, une coquille vide. Ils n'avaient pas la lentille, ni la volonté, pour traverser la brume de leurs propres préjugés et découvrir le potentiel latent. Son calme apparent, cette placidité jugée immature par l'Assemblée, n'était pas le signe d'une innocence juvénile, mais la marque d'une conviction inébranlable. Il possédait une cartographie interne du potentiel de la ferme des chênes, une feuille de route que les autres, même les plus érudits, n'avaient jamais pu tracer. Ils savaient ce qu'ils ignoraient, et cette asymétrie de l'information était son plus grand atout, son avantage décisif sur tous les financiers présents. Le moment de la confrontation approchait, non pas celle des enchères tapageuses, mais celle du savoir contre l'ignorance. La tension, bien que palpable, était mal interprétée. Elle était pour les autres le prélude à une surenchère vaine, pour lui l'imminence d'une révélation calculée. Chaque regard échangé, chaque geste du commissaire-priseur tissait la toile d'une attente, une pause avant que le phare de sa compréhension ne perce la dernière couche de brouillard. Alors que le commissaire-priseur s'apprêtait à clore un énième lot, le jeune homme, d'une voix posée et inattendue, s'adressa directement à lui, contournant le protocole. « Avant de passer au lot suivant, monsieur, pourriez-vous confirmer la présence de la servitude de passage référencée dans l'acte original de 1883 pour la parcelle nord-ouest ?» La question sibylline pour l'auditoire était une pique lancée au cœur de leur certitude. Un murmure d'incompréhension parcourut la salle. La servitude. Un détail technique insignifiant, pensèrent-ils, une tentative désespérée de gagner du temps. Les experts haussèrent les épaules, méprisants, voyant là l'ingénuité d'un novice qui tentait une manœuvre dilatoire. Ils étaient tellement ancrés dans leur vision étroite qu'ils ne comprirent pas que cette question n'était pas une diversion, mais la clé qui déverrouillait une toute autre perspective. Puis, sans attendre de réponse complète, alors que le commissaire-priseur hésitait, le jeune homme leva sa plaquette avec une confiance nouvelle, une détermination inébranlable. Son geste n'était pas un défi d'argent, mais un acte de foi dans une vérité que lui seul avait discernée. J'offre le montant maximum prévu par la loi pour une exploitation agricole dont l'accès à l'eau est garanti par une servitude non honorée. Il ne surenchérissait pas, il révélait. Ce n'était pas une simple offre, c'était une déclaration, un coup de tonnerre qui brisait la brume de l'ignorance. Il ne se battait pas sur le terrain des chiffres immédiats, mais sur celui de la valeur intrinsèque, de la vérité dissimulée. Il remettait en question, d'un seul coup, toutes les évaluations, toutes les certitudes agronomiques et financières qui avaient dominé la discussion jusqu'à cet instant, un véritable tournant inattendu. Un silence assourdissant envahit la salle, si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Les ricanements s'éteignirent, les regards moqueurs se figèrent, remplacés par une stupeur mêlée d'un respect naissant. Le jeune homme, précédemment sous-estimé, avait soudainement révélé une faille monumentale dans la cuirasse de leur expertise collective. Que se passerait-il maintenant ? Alors que leur château de cartes conceptuel venait d'être ébranlé par une seule question, un seul mouvement inattendu. Le commissaire-priseur pris de court, tâtonna avec son marteau, sa prestance habituelle vacillant un instant. Il scruta l'assemblée, cherchant un regard complice, une échappatoire à cette digression inattendue. La foule, un moment suspendue, laissa éclater un brouhaha de murmures, signe d'une confusion grandissante. Personne ne mesurait l'enjeu de cette question, ni l'audace d'un tel défi. Le temps s'étirait, lourd de toutes les attentes et des doutes qui pesaient sur la transaction. D'une voix désormais ferme, le jeune homme expliqua que l'acte original de 1883 stipulait une servitude de passage pour l'eau, garantissant l'accès à une source souterraine inépuisable et non déclarée. Ce droit, lié à la parcelle nord-ouest, avait été omis des documents récents et, par conséquent, de toutes les évaluations.
Une omission lourde de conséquences, un détail que personne n'avait jugé bon d'exhumer des archives poussiéreuses de l'histoire. L'eau, l'infa vitale d'Aferme des Chênes, était la clé de sa subsistance et de son potentiel agricole. Sans cet accès garanti, la propriété perdait une part substantielle de sa valeur, justifiant les craintes des experts. Mais avec cette servitude révélée, c'était un trésor dormant qui s'éveillait, transformant un passif en un atout inestimable. C'était la différence entre un champ aride et une terre promise, ignorée de tous. Cette servitude, si elle était validée, rendait l'évaluation précédente des banquiers et des agronomes caduque et faussée. La ferme n'était plus une cause perdue, mais une opportunité colossale, dissimulée sous une couche de négligence administrative. C'était un détail juridique précis comme une serrure ancienne qui attendait la bonne clé pour révéler son mécanisme complexe. Une erreur qui avait aveuglé toutes les parties prenantes, aveuglées par la précipitation. La vérité, telle une clé bien forgée, venait de s'insérer dans le mécanisme rouillé des certitudes établies. Avec un clic précis et audible dans le silence qui s'épaississait, elle déverrouillait non seulement l'accès à l'eau, mais aussi la compréhension du véritable potentiel de la ferme des Chênes. Le bruit des doutes et des jugements hâtifs commença alors à s'estomper, remplacé par une étonnante stupeur collective. Les experts de la salle, initialement incrédules, tentaient de masquer leur confusion grandissante. Leurs visages, auparavant empreints de suffisance, se crispaient sous l'effet de l'incertitude et de la gêne. Ils cherchaient des failles dans le raisonnement du jeune homme, des arguments pour discréditer cette révélation qui menaçait de renverser leur position dominante. Mais le silence qui les entourait rendait leurs tentatives inaudibles et vaines. Le commissaire-priseur, reprenant son aplomb, demanda une vérification immédiate. Un de ses assistants se précipita vers un bureau annexe, fouillant frénétiquement dans les cartons d'archives, sous les regards lourds de l'assistance. Chaque minute qui passait amplifiait la tension, faisant monter la pression sur les épaules de tous. C'était le moment de la vérité, où les faits allaient enfin remplacer les opinions et les préjugés tenaces. Soudain, un cri étouffé. L'assistant revint, brandissant un document jauni par le temps. L'acte de 1883, ouvert à la page mentionnant explicitement la servitude. L'encre pâlit, mais les termes étaient clairs, irréfutables dans leur précision. Le murmure d'incrédulité laissa place à un silence pesant, alors que l'évidence de la preuve s'imposait à tous les esprits présents. La clé avait bel et bien tourné dans la serrure. Progressivement, l'acceptation se lisait sur les visages des plus sceptiques. Les ricanements condescendants s'étaient évanouis, remplacés par une gamme d'expressions allant de la surprise à une admiration forcée et contrainte. Certains hochèrent lentement la tête, reconnaissant silencieusement la perspicacité du jeune homme, sa capacité à déterrer une vérité que personne d'autre n'avait prise au sérieux. C'était une leçon d'humilité donnée en public. Un silence assourdissant, presque religieux, s'installa alors dans la pièce. Ce n'était plus le vacarme des jugements hâtifs, ni le bruit des offres rivales, mais celui d'une vérité qui s'imposait. C'était le silence de la défaite pour les uns, de la révélation pour d'autres, et d'un respect contraint pour tous. Ce silence éloquent parlait de lui-même, validant sans équivoque la connaissance tacite du jeune homme, sa victoire inattendue. Ce silence était la monnaie d'échange la plus précieuse, la preuve irréfutable que la vérité, même enfouie sous des décennies d'oubli, finit toujours par rugir et s'imposer. Il était la reconnaissance tacite qu'un savoir profond, patiemment cultivé loin des projecteurs, pouvait l'emporter sur l'arrogance des titres et la superficialité des apparences. Une victoire de la profondeur sur la surface et le bruit ambiant. Le jeune homme, impassible, reçut ce silence comme la confirmation ultime de son travail acharné. Son visage ne trahissait aucune exultation bruyante, seulement la sérénité de celui qui a toujours su. Il n'avait pas cherché à dominer par la force ou l'argent, mais à convaincre par la vérité, une vérité qu'il avait patiemment découverte, pièce par pièce. Sa vindication était totale, silencieuse,
et d'autant plus puissante. Le marteau du commissaire-priseur s'abattit alors, non plus avec l'assurance habituelle, mais avec une solennité inattendue. La ferme des chênes fut adjugée au jeune homme, sous les regards stupéfaits. Le montant de son offre, initialement perçu comme audacieux, apparaissait désormais comme un investissement judicieux, un prix dérisoire pour la valeur réelle qu'il avait su révéler. Il avait triomphé contre toute attente. L'arrogance des spécialistes fut brisée, leurs préjugés balayés par le souffle puissant d'une vérité oubliée. Ceux qui l'avaient raillé se retrouvaient à présent face à l'étendue de leur propre ignorance, dépossédés de leur certitude. Le jeune homme, qu'ils avaient qualifié d'enfant, s'était révélé être le seul véritable expert, capable de voir au-delà des apparences trompeuses et du consensus général. Ainsi, le silence retomba, porteur d'une nouvelle ère pour la ferme des chênes et son jeune propriétaire, désormais le maître des lieux. Mais comment allait-il transformer cette terre, rachetée par son intelligence et sa patience, en un modèle de prospérité, dépassant les attentes et les méthodes de tous ceux qui n'avaient su voir qu'une ruine? Quel héritage allait-il bâtir sur ces racines profondes et cette vérité révélée? Dans la salle d'enchères, le silence qui avait suivi la révélation n'était pas un vide, mais une toile de fond sur laquelle se dessinait la nouvelle perception de tous. Le jeune homme, autrefois objet de dérision, était désormais investi d'une aura de respect, la solennité de l'instant ayant balayé toutes les moqueries. Les regards, naguère emplis de condescendance, se transformèrent en une forme d'admiration forcée, puis, pour beaucoup, en une reconnaissance sincère. La validation de sa connaissance tacite ne fut pas un tonnerre bruyant, mais un murmure puissant qui, progressivement, submergea le vacarme des jugements hâtifs. Il avait, par sa seule perspicacité et son travail invisible, fait voler en éclats le château de cartes de la sagesse conventionnelle, démontrant que la vérité, même enfouie sous des décennies d'oubli, finit toujours par faire surface, imposant son propre rythme aux événements. C'était une leçon d'humilité donnée en public, dont la résonance allait se propager bien au-delà des murs de cette salle. Le souffle puissant de cette vérité révélée ne s'est pas estompé avec le dernier coup de marteau. Il a résonné à travers les années, transformant la ferme des chênes en un véritable emblème de prospérité et d'innovation. Loin d'être une simple propriété agricole, elle devint un laboratoire vivant, un modèle d'exploitation où les méthodes ancestrales, revigorées par une analyse scientifique rigoureuse, donnaient des fruits insoupçonnés. Le jeune homme, autrefois perçu comme un idéaliste naïf, était désormais consulté par les mêmes agronomes et financiers qui avaient raillé son audace. Son huile du semoir avait vu juste, dévoilant des potentiels où d'autres n'avaient perçu que ruine, et sa patience du laboureur avait prouvé que les cycles de la nature, respectés et compris, étaient la véritable clé d'une abondance durable. Son succès n'était pas le fruit du hasard, mais l'inévitable conséquence d'une préparation méthodique et d'une perspicacité hors du commun. Les rendements de la ferme des chênes, grâce à l'application ingénieuse de l'arithmétique du sol, surpassèrent toutes les prévisions pessimistes. La terre, qu'ils avaient qualifiée de stérile, retrouva une fertilité éclatante, enrichie par des pratiques de culture régénératrices et une gestion optimisée de ses ressources hydriques cachées. Le jeune propriétaire avait non seulement réhabilité le sol, mais il avait aussi, d'une certaine manière, réhabilité l'idée même de l'agriculture traditionnelle, démontrant qu'un profond respect des racines pouvait coexister, voire s'épanouir, avec une approche moderne et éclairée. Les anciennes bâtisses furent restaurées avec soin, non pour le folklore, mais pour leur fonctionnalité et leur intégration harmonieuse dans un écosystème agricole repensé. Chaque élément de la ferme, autrefois considéré comme un fardeau, fut transformé en un atout précieux, un témoignage éloquent de la clairvoyance de celui qui avait su voir au-delà des apparences et investir dans une valeur intrinsèque souvent négligée. La communauté agricole environnante,
d'abord circonspecte, puis ouverte au scepticisme, finit par adopter une admiration profonde et sincère pour le jeune homme et ses réalisations. Les regards moqueurs laissèrent place à des requêtes de conseils, des invitations à partager son savoir, des demandes de mentorat. Ce n'était plus seulement un propriétaire de ferme, il était devenu un leader d'opinion, un visionnaire dont l'approche holistique inspirait une nouvelle génération d'agriculteurs. Son histoire, murmurée d'abord, fut bientôt racontée à voix haute, devenant une légende locale, un symbole puissant de la victoire de la persévérance sur le cynisme et de la profondeur de la connaissance sur la superficialité du jugement. Son cheminement démontrait de manière irréfutable que la sagesse ne se mesurait pas au diplôme accroché au mur, ni aux années accumulées, mais à la capacité à lire les signes invisibles, à écouter le silence du sol et à agir avec une détermination tranquille. Son héritage ne se limitait pas aux champs luxuriants ou au bilan financier impressionnant de la ferme des chênes. Il se manifestait dans l'écho de sa stratégie du compagnon. Une approche collaborative qui valorisait chaque élément, chaque personne, chaque donnée comme un allié potentiel. Il avait prouvé que la vraie force ne réside pas dans l'isolement d'un génie solitaire, mais dans la capacité à orchestrer une symphonie de ressources, à tisser des liens invisibles entre les connaissances anciennes et les technologies nouvelles. La ferme devint un centre de formation, attirant des jeunes désireux d'apprendre à lire la terre avec ses yeux, à déchiffrer ses secrets et à bâtir un avenir durable loin des dogmes conventionnels. Il avait créé un modèle où l'échec n'était pas une fatalité, mais une étape d'apprentissage, et où la terre était perçue non comme un simple moyen de subsistance, mais comme un partenaire vivant, digne de respect et d'une attention méticuleuse, un écho profond. L'histoire de ce jeune homme devint un puissant contre-récit à la frénésie du profit rapide et à l'obsession des indicateurs à court terme. Elle résonnait comme un rappel éloquent que la vraie valeur ne se mesure pas toujours par les chiffres instantanés ou les applaudissements éphémères, mais par la solidité des fondations et la patience avec laquelle elles sont construites. Son parcours, en effet, incarnait la preuve irréfutable que le savoir tacite, cette sagesse informelle, acquise par l'expérience directe et l'observation minutieuse, pouvait surpasser de loin la froide logique des calculs abstraits et des théories académiques. Il avait, sans le savoir, érigé un monument invisible à la persévérance, une forteresse inexpugnable contre les vents changeants de l'opinion publique et les jugements hâtifs. Son succès était une célébration de tous ceux qui, dans l'ombre, cultivent une expertise profonde et attendent patiemment le moment de sa révélation, un écho. Le contraste entre son humilité initiale et sa domination finale offrait une leçon universelle. Il ne s'était jamais battu sur le terrain de la rhétorique ou des affirmations grandiloquentes, mais sur celui des faits patiemment accumulés, soigneusement analysés et finalement révélés au moment opportun. Son apparente discrétion avait été sa plus grande force, lui permettant de se soustraire aux préjugés et d'observer sans être observé, de préparer son coup sans éveiller les soupçons. Ce n'était pas un coup de génie isolé, mais l'aboutissement d'un processus rigoureux, d'une discipline de chaque instant, d'une foi inébranlable en sa propre capacité à déchiffrer les messages cachés du monde. La véritable valeur, nous enseigne son histoire, ne se découvre qu'à ceux qui ont la patience et l'humilité de la chercher là où les autres ne regardent pas, ou là où ils ne voient rien, un écho. Ainsi, l'écho de son succès continue de résonner, traversant les générations, non pas comme une gloire éphémère, mais comme une sagesse intemporelle gravée dans le sol fertile de l'expérience. Son histoire nous murmure que la patience n'est pas une passivité, mais une force active, une attente stratégique, une confiance dans le déploiement inéluctable de la vérité. Elle nous rappelle avec une clarté désarmante que les fondations du succès durable sont souvent invisibles, construites dans le silence et le dévouement.
chaque détail qu'il avait méticuleusement recueilli, chaque nuit passée à étudier des cartes jaunies et chaque conversation avec le vieil agriculteur, tout cela s'était accumulé, fibre après fibre, pour former la corde inébranlable qu'il avait tirée vers la victoire. C'est pourquoi, et son parcours en est la preuve éclatante, la préparation la plus patiente reste invisible jusqu'à l'instant précis où elle devient la seule chose qui compte. Cette maxime n'est pas seulement un épilogue à son récit. Elle est une boussole pour quiconque aspire à bâtir une œuvre authentique, résistante aux tempêtes et aux caprices du temps. Si vous avez été touché par cette histoire de persévérance silencieuse et de connaissances vindiquées, si elle a résonné avec votre propre cheminement, nous vous invitons à la partager, car un conte pour nous est le lieu où ces échos se rencontrent, où les vérités cachées trouvent leur voie et où la valeur de l'invisible est enfin célébrée. Ces récits sont des phares pour ceux qui, comme le jeune homme, naviguent dans la brume des préjugés et de l'ignorance, porteurs d'une flamme intérieure de savoir et de conviction. Si vous avez apprécié des histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.